Merci de m'avoir donné l'occasion de modérer cette session qui va être plus centrée donc sur des aspects chirurgicaux de la MAVI. Et nous allons donc commencer par une présentation qui va être faite par le professeur Christophe Trézalet et Madame Cathy Murciano. Professeur Christophe Trézalet, chef de service à l'hôpital Avicenne, donc avec un topic marqué pour bien sûr la chirurgie viscérale, mais aussi pour la chirurgie traumatologique. Fait partie des rares chirurgiens qui est DMC, faut le souligner, et qui est aussi responsable national de la formation spécialisée transversale en chirurgie de guerre et de catastrophe, que j'ai avec moi. Madame donc Cathy Murciano, donc cadre IBOD au CHU de Grenoble, CHU de Grenoble qui, je vous rappelle, est assez porteur sur la traumatologie en général, pas spécialement dans la MAVI, mais qui a quand même largement développé le damage control en France. Et Madame Cathy Murciano, donc vous êtes aussi enseignante à l'école d'IBOD des HCL, des Hospices Civils de Lyon, où vous dirigez des mémoires et des formations. Là, je vais vous laisser prendre la parole. Bonjour à tous. On va parler des boîtes chirurgicales. Ça peut paraître un sujet trivial et pourtant... on n'a plus les diapos. Voilà. Quelle boîte chirurgicale en situation d'AMAVI? Les boîtes chirurgicales, c'est un peu le carburant d'une voiture. Si on manque de matériel pour opérer les patients, le parcours patient s'arrête. Donc, deux phases dans la prise en charge des patients, une phase hospitalière et préhospitalière, vous le connaissez tous. On connaît tous le parcours des patients en urgence. Aujourd'hui, on sait s'organiser pour recevoir un afflux massif de patients et l'aspect matériel commence à être une préoccupation puisque, comme je l'ai dit, en l'absence de gestion de matériel et d'anticipation, ce parcours n'a plus de sens. Alors, on sait qu'en cas d'afflux massif, on passe d'une situation de damage control tactique, c'est-à-dire que les patients doivent être pris en charge tous en damage control pour éviter l'effet de saturation. Deux phases, donc une phase préhospitalière qui ne nous concerne pas dans le sujet présent, et une phase, voilà, je ne vais pas détailler, et la phase hospitalière pendant laquelle les blessés les plus graves doivent être pris en charge de façon extrêmement rapide, c'est la fameuse golden hour, pendant laquelle effectivement, on doit disposer de matériel de façon très rapide pour limiter le nombre de décès et limiter la perte de chance. Le parcours, donc, il se déroule de cette façon. Et tout au long de ce parcours, on va avoir besoin de différentes boîtes. Donc, il va falloir anticiper sur les besoins matériels dès le déclenchement de l'afflux massif de blessés. Alors, la phase hospitalière, vous le savez, pour gérer l'afflux, elle est déclenchée en général par le plan blanc. Ce plan blanc, il va permettre effectivement une marche en avant. Et la marche en avant, elle n'est pas seulement pour les patients, on connaît tous ces termes-là, mais elle est aussi pour le matériel. Il faut une marche en avant matériel, il faut une marche en avant des boîtes chirurgicales. Alors, je n'arrive pas à lire d'ici ce que j'ai marqué, mais on ne va pas détailler. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le schéma organisationnel qu'on connaît tous pour la prise en charge des patients, il doit aussi se décliner en termes de boîte chirurgicale pour ne pas se retrouver sans pouvoir opérer les patients qui arrivent de façon très rapidement saturante. Alors, le schéma organisationnel, il repose effectivement initialement sur une phase de tri. Et cette phase de tri qu'on connaît tous, elle va diviser rapidement les patients en urgence absolue et en urgence relative. Et sur le plan matériel, ça a aussi son importance. Pourquoi? Parce que les urgences absolues, elles vont avoir besoin de boîtes chirurgicales dont on va parler. Très rapidement, il faut que ces boîtes, elles puissent être mises à disposition, faciles à trouver et comporter peu de matériel, puisque les gestes qu'on va être amené à réaliser sont finalement très standardisés. Et qui dit geste standardisé doit nécessairement donner lieu à la constitution de boîtes, elles aussi standardisées et rationalisées. Il est hors de question d'avoir des boîtes de thoracotomie ou de laparotomie qui pèsent 40 kg, comme on a pu parfois le voir. Donc il faut standardiser aussi la constitution des boîtes chirurgicales, comme la prise en charge en damage control est standardisée. Et puis vous avez les urgences relatives. Ces urgences relatives-là aussi, elles vont avoir besoin
boîtes chirurgicales. La plupart du temps, ce sont des boîtes de petite chirurgie. Donc, ça fait partie aussi de la réflexion qu'on doit avoir dans l'accueil des patients. Et il est hors de question de d'aller pirater ou de vampiriser des boîtes destinées aux urgences absolues pour aller chercher du matériel pour traiter les urgences relatives qui parfois se font de façon concomitante. Donc, ça veut dire ces deux circuits de prise en charge des patients correspondent aussi à deux circuits de boîtes, les boîtes de thoraco-laparotomie pour les urgences absolues, les boîtes de petite chirurgie qui sont dédiées aux urgences relatives, et il est hors de question qu'il y ait une interférence entre ces deux circuits. Donc le circuit patient, le tri du circuit patient, il existe aussi sur le tri du circuit matériel. Alors, deux types de damage control, on l'a dit. Le damage control individuel, facile, on a tout le temps nécessaire pour décortiquer toutes les boîtes. Le damage control collectif, c'est là où rapidement on peut arriver à une situation difficile en termes de matériel. Donc, le damage control individuel, on ne détaille pas, on a un afflux on n'a pas d'afflux de patients, donc on peut faire de façon non saturante la chirurgie nécessaire, qui se concentrera sur l'hémostase et l'entérostase. Hémostase et l'entérostase, c'est les deux seuls points critiques d'un damage control, et les boîtes chirurgicales, elles doivent s'adapter uniquement à ces deux objectifs. Donc il y a besoin de très très peu de matériel. Le damage control collectif, c'est l'afflux massif. Cet afflux massif risque effectivement d'arriver à saturation non seulement de patients, mais à épuisement de matériel très rapidement. Donc, je ne détaille pas le déclenchement du damage control. C'est dans le cadre d'un damage control collectif que vont se poser véritablement les problèmes matériels. Et s'ils n'ont pas été anticipés, si les boîtes n'ont pas été repérées, c'est ce qu'on va voir tout de suite après, si elles n'ont pas été rationalisées et standardisées, on peut arriver effectivement à un effet d'épuisement très rapide des boîtes et à se retrouver avec des patients qu'on ne peut pas opérer. Alors l'instrumentation nécessaire, eh bien, on a besoin de très peu de choses. Sur la droite de la diapo, quels sont les gestes qu'on va pratiquer dans le cadre d'un damage control, de la laparotomie, de la thoracotomie, de la chirurgie vasculaire, et pour l'orthopédie, du fixateur externe. En fait, on a besoin de très très peu de choses. Inutile d'avoir des boîtes surchargées de matériel dont on ne va pas se servir, puisque l'objectif de cette chirurgie, c'est de contrôler l'hémorragie et de contrôler les perforations digestives. Et puis c'est tout finalement, et stabiliser les membres. En phase précoce, donc on a deux types d'objectifs. Faire de l'hémostase. Pour ça, avant d'aller au bloc, il faut aussi disposer de moyens de contrôle de l'hémorragie. Donc je vous invite à regarder dans vos blocs opératoires et dans vos SSPI. Vous serez surpris de voir à quel point souvent on ne trouve pas de garrot, on ne trouve pas de pansement compressif ou hémostatique, et on ne trouve pas tout simplement de petits matériels pour suturer les plaies en urgence. Donc on pense, quand on pense matériel damage control, aux grosses boîtes de laparotomie et aux grosses boîtes de thoracotomie, on ne pense pas au matériel de base qui consiste à contrôler une hémorragie avant d'amener le malade au bloc. Et puis ensuite, bien sûr, il y a les plus grosses boîtes de thoracotomie, etc. Et je vous laisse engager sur la suite, sur la gestion justement du matériel. Le bloc opératoire. Donc, comme vous le voyez sur la frise que j'ai mise sur le dernier exercice SSE que nous avons réalisé en multivictime qui était programmé par l'ARS, l'important pour nous, c'est d'avoir une montée rapide du bloc opératoire sur la première heure. Et là, vous le voyez, l'alerte est donnée et très rapidement, nous déclenchons les fiches réflexes et à 35 minutes, nous avons le checking de matériel qui intervient, soit à peu près une demi-heure avant l'arrivée des premiers patients qui arrivent sur zone. Donc c'est très important d'organiser ces fiches réflexes. Mais on a des difficultés pour organiser ce matériel au bloc, qui sont les compétences des infirmières qui sont parfois limitées. Comme vous le savez, il y a une spécialisation IBAUD, mais nous avons aussi des infirmières IDE non spécialisées.
des compétences qui sont diverses, avec des infirmières 1A, 1B, donc c'est très compliqué en termes de compétences, le bloc est très compliqué à gérer, et donc parfois nous avons des infirmières qui ne connaissent pas réellement les instruments. Donc c'est très important que ce soit finalisé dans des plans d'action du bloc opératoire pour que tout soit écrit. Nous avons aussi également des contraintes budgétaires. C'est-à-dire que les plans d'équipement pour racheter du matériel, ils sont limités. Et donc, souvent, les boîtes, il faut faire avec ce qu'on a. On ne peut pas avoir de stock dormant de boîtes. Le stock dormant SSE, il est essentiellement pour ce qu'on a appelé tout à l'heure le soin primaire en zone de tri, qui est plutôt du drainage thoracique et des boîtes de parage. Ça, nous avons du stock dormant. La difficulté d'un stock dormant, c'est qu'il faut l'entretenir. Il faut dédier du personnel pour vérifier les péremptions de ce matériel. Et donc, ça nécessite aussi du temps de personnel pour pouvoir qu'il soit toujours opérationnel. Donc, souvent, nous faisons avec les boîtes existantes. Et du coup, comme nous faisons avec des boîtes existantes, nous avons des contraintes qui sont liées aussi, suivant le moment où arrive la situation d'Amavi. Effectivement, c'est pas la même chose d'avoir une situation Amavi le matin que d'avoir une situation Amavi le soir, quand on a déjà éclusé les boîtes de la journée sur un programme qui est déjà très chargé, et où la stérilisation est déjà fermée au-delà de 20 heures. Donc, en fait, c'est pour ça que le plan d'action doit être connu de tous pour que nous soyons opérationnels le plus rapidement possible. Et donc, les axes d'amélioration pour nos organisations de travail, c'est effectivement d'uniformiser les compositions des boîtes. Je travaille sur un CHU, nous avons un bloc de chirurgie d'urgence polyvalente, mais nous avons aussi des blocs de chirurgie spécialisée qui nécessitent de l'expertise. Et on a longtemps connu des boîtes diverses. Et donc, il faut changer de dogme dans nos hôpitaux. C'est-à-dire qu'on n'a plus la boîte qui appartenait à un tel chirurgien, le professeur qui voulait sa boîte avec ses instruments. Oui, ça existe, il y en a qui rigolent. Mais j'ai longtemps connu ça. Et donc, il faut quand même avoir cette notion d'uniformisation de la boîte qui, même si elle est dans un bloc de spécialité, elle doit pouvoir être mobilisée dans une situation d'urgence. Et donc, il faut travailler sur l'uniformisation des compositions, mais également des appellations. On peut avoir une boîte de thoracotomie qui s'appelle thoracotomie sur un secteur d'urgence, et puis dans le bloc de spécialité, elle s'appelle poumon, complément poumon. C'est la même boîte, mais elle s'appelle différemment. Donc, il faut aussi travailler sur ces appellations de boîtes, avoir les mêmes noms pour les mêmes boîtes et pour la même utilité. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une cartographie des arsenaux. On a longtemps connu des blocs avec des arsenaux de proximité. La refonte des blocs opératoires, nous avons restructuré avec l'aide de l'État et le Copermo, d'avoir des blocs opérationnels, mais les nouveaux blocs structurants n'ont pas de réserve de proximité. Sur le siège de Grenoble, nous avons fait le choix d'avoir un arsenal centralisé, c'est-à-dire que sur l'ensemble des blocs du grand bâtiment Michalon, l'arsenal va avoir l'intégralité du parc de boîtes de l'ensemble des spécialités. Donc ça veut dire que sur cette nouvelle architecture, sur une situation d'urgence, on peut avoir en temps réel le capacitaire de boîtes sur un établissement donné. Ou alors, avant, on avait des arsenaux dispersés dans les différentes formes de spécialités. Donc ça, c'est une révolution en soi, puisqu'on travaille maintenant avec du PAC opératoire d'urgence également, où on travaille sur la DMS, c'est-à-dire que sur l'afflux massif de victimes, quand il y a une alerte, je peux facilement demander à l'Arsenal de commencer la production de nos poux d'urgence. Nous avons déjà à disposition dans une réserve avancée sur le bloc des urgences. Mais du coup, on va pouvoir mettre en chaîne de production un pack opératoire qui est hors la boîte, mais qui concerne plutôt le dispositif médical stérile d'une composition type pour une chirurgie donnée. Alors, ça devient une organisation quasi militaire, mais ça oblige à plus de réactivité
et une standardisation des processus. Comme vous voyez sur la petite étiquette, vous avez la localisation exacte de la boîte, et donc ça veut dire qu'on peut mobiliser les boîtes le plus rapidement possible. Donc, ce qui est important, c'est les fiches réflexes. Et la fiche réflexe, elle va du brancardier, du bloc opératoire en charge d'acheminer rapidement les échelles spécifiques SSE sur la zone de tri, qui est la zone de réveil, mais également sur l'IBAUD référente à l'absence du cadre IBAUD et du cadre IBAUD qui va pouvoir rapidement mobiliser et quantifier son matériel. Et il y a une coordination entre le cadre de bloc et le chirurgien digestif référence et le chirurgien coordonnateur. Pourquoi? Parce que le chirurgien digestif, c'est celui qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'il est formé aux gestes digestifs, vasculaires, d'urgence, et il est capable rapidement de faire une thoracotomie également sur des procédures clamshell quand il faut aller très rapidement. Donc c'est pour ça aussi que, par exemple, nous avons... il faut aussi penser au plan B et réaffecter des boîtes qui ne sont pas des boîtes de laparo, qui ne sont pas des boîtes de petite chirurgie, mais qui vont pouvoir faire de la laparo et faire de la thoraco. Par exemple, nous avons des boîtes de greffe rénale, des boîtes de prélèvement multi-organes. Et bien, ces boîtes-là, elles peuvent être réaffectées sur de la laparo, de la thoracotomie. Les boîtes de chambre implantable, et ben, elles peuvent devenir des boîtes de petite chirurgie pour faire du parage de plaies. Donc, ça veut dire que ces processus, ils doivent être connus, identifiés dans les établissements, quelles boîtes sont mobilisables. Nous travaillons beaucoup avec nos cités centrales, c'est-à-dire que nous avons communiqué une liste de boîtes qui sont prioritaires en termes de stérilisation, les boîtes de laparo évidemment, mais toutes les boîtes de clan vasculaire, les boîtes de poumons, enfin la liste est à déterminer chacun dans vos établissements et dans vos blocs opératoires. Voilà. Voilà, rapidement, donc, en situation d'Amavi, alors, ce qui est original à Grenoble, c'est que vous êtes en capacité de déclencher ce que vous appelez le plan rouge, c'est-à-dire sans passer forcément, sans attendre forcément que le plan blanc soit déclenché. Ce déclenchement du plan rouge vous permet d'anticiper sur le déclenchement du plan blanc et de gagner du temps parce que, justement, vous avez anticipé toutes les situations possibles. Donc, dans l'immense majorité des cas, nous, on passe par le plan blanc, donc qui est une structuration beaucoup plus verticale. Et vous, avec votre plan rouge, vous êtes en mesure de gagner énormément de temps sur le... Effectivement, ce qui s'est passé sur le dernier événement qui nous a concerné en afflux multivictime, qui était en février 2025, nous avons eu une grenade dans un bar associatif. En fait, c'est un déclenchement d'une mobilisation hors plan blanc. Et donc, c'est l'hôpital rouge qui se mobilise, c'est-à-dire que c'est le médecin anesthésiste régulateur chez nous, qui est en coordination permanente avec le SAMU, qui a d'emblée déclenché son alerte Everyone pour pouvoir rappeler du personnel rapidement, puisque l'annonce SAMU était 9 UA avec du trauma pénétrant. Donc ça veut dire que rapidement, la montée en charge a été très rapide. Moi, je suis arrivée 20 minutes plus tard sur zone et j'avais déjà une trentaine d'infirmiers de bloc qui étaient mobilisés, autant de médecins anesthésistes et autant d'anesthésistes, puisque pour l'instant, on a fait un plan local du bloc d'urgence, en fait, qui concerne le bloc d'urgence hors plan blanc. Ce qui nous a permis de voir qu'en fait, nos procédures, elles étaient plutôt efficaces, puisque nous avons fait beaucoup d'entraînements sur 3 ans. Là, je crois qu'on en est au 9e exercice sur 3 ans pour que nos fiches réflexes soient réévaluées en permanence. Et donc, mon IBAUD référente, quand je suis arrivée sur site, la première chose, elle avait déjà fait son checking de boîte interne. Et là, je suis arrivée, elle me dit, Cathy, il n'y a plus de boîtes de laparo. Et là, moi, j'ai mobilisé le plan secondaire pour récupérer les boîtes de laparo sur site pour qu'on puisse gérer la situation. Rapidement, avec le binôme cadre et chirurgien, c'est une situation qui, dès 23 heures, nous avions déjà renvoyé le personnel chez eux, puisqu'il y en a qui travaillaient le lendemain et qu'il faut aussi penser à reprendre l'activité du lendemain. Donc, nous sommes capables de nous mobiliser très rapidement, mais c'est important que les fiches réflexes soient vues, retravaillées, chacun dans vos organisations.
Donc dans cette organisation qui part de la salle de réveil, l'avantage c'est que l'arrêt du programme froid est immédiat, ce qui permet aussi une économie très substantielle de boîtes. Quand on attend effectivement que la décision soit prise de déclencher le plan blanc, il se peut que des interventions aient débuté et qu'on ait déjà commencé à puiser dans les réserves potentielles. Donc c'est vrai que de partir de la salle de réveil en cas d'afflux massif et de déclencher effectivement l'arrêt des blocs opératoires peut être une solution aussi d'économie de matériel. En conclusion, donc, le matériel, on l'a compris, c'est un facteur limitant qui est très rapidement, qui peut être très rapidement rencontré au cours d'un AMAVI. Donc il faut connaître d'avance le nombre de ces boîtes disponibles. Dans un certain nombre d'hôpitaux, comme dans le mien en particulier, on a la chance toutes les semaines de recevoir l'inventaire complet des boîtes disponibles en fin de semaine, que ce soit les boîtes de l'appareil, thoraco, fixateur externe. Donc ça vous permet d'anticiper sur la note capacitaire en termes de prise en charge. C'est connaître la cartographie des arsenaux, hein, je reprends ce que disait Cathy. C'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que souvent les boîtes sont un peu dispersées et d'avoir localisé et cartographié précisément la localisation des différentes boîtes fait gagner un temps considérable. Il faut considérer aussi que on a beaucoup d'intérimaires, beaucoup de personnel qui sont pas forcément habitués à aller chercher les boîtes, et donc d'avoir fait cette cartographie, de l'avoir écrite sur un document, fait gagner énormément de temps. Il faut connaître le temps de reconditionnement de ces boîtes aussi dans son établissement. Ça va être le topo qui va suivre. Et comme vous le disiez, anticiper les besoins, avoir un plan B en cas d'épuisement des ressources, savoir convertir des boîtes qui n'étaient pas destinées, par exemple, à faire de la laparo, eh bien, prendre des boîtes de célioscopie, de greffe rénale, etc. Et savoir qu'on peut les utiliser pour faire du damage control. Donc tout ça doit être effectivement résumé dans des fiches réflexes qui seront utiles et sortis immédiatement dès le déclenchement du plan AMAVI. Et puis il faut savoir effectivement affecter le matériel prioritairement pour les UA. Donc il faut connaître son capacitaire, et ça c'est en général le travail des médecins anesthésistes réanimateurs et du cadre, on en parlait tout à l'heure, des directeurs médicaux de crise et de son co-cadre qui permettront d'anticiper sur les capacités de l'établissement, savoir suspendre très rapidement les blocs opératoires. Il faut une supervision stricte du déroulement des blocs opératoires, puisque si on laisse les chirurgiens décider dans leur bloc, ils sont capables d'ouvrir 3 ou 4 boîtes. Donc il faut rationaliser effectivement en cours de damage control, et il faut un chirurgien superviseur qui rationne littéralement l'utilisation du matériel pour éviter le gaspillage, et puis bien sûr passer en situation de damage control. Le damage control, c'est pas seulement tout le process chirurgical, c'est aussi le damage control matériel qui consiste à rationaliser et standardiser les pratiques. Donc pour être prêt, il faut effectivement faire des exercices de simulation, les avoir préparés et avoir écrit un maximum de documents sous forme de fiches réflexes, comme on le disait tout à l'heure. Les documents de 30 pages, personne ne les liront. Par contre, les fiches réflexes, elles peuvent être très utiles pour éviter de perdre du temps au moment T. Voilà, merci. Merci, professeur Trézalé, madame Murciano. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant ces boîtes de chirurgie? Oui. Oui, bonjour. Docteur Gasto, chirurgien orthopédiste ici à Strasbourg à la clinique Réna, un établissement de 2e recours. On a beaucoup parlé de l'aparo et de thoraco, mais pour ce qui concerne les fixateurs externes, est-ce qu'il y a un sens à se constituer un stock dormant de fixateurs pour un établissement qui ne pratique habituellement pas beaucoup de cette chirurgie traumatologique d'urgence? Est-ce qu'il y a un intérêt à se constituer un stock dormant de fixateurs? Et si oui, quel volume de fixateurs est-il envisageable ou nécessaire de prévoir? Alors, si vous avez, alors, je ne vais pas répondre pour... c'est aussi des contraintes budgétaires, parce que si vous n'avez pas de fixateur, il y a aussi les fixateurs à usage unique qui existent, mais c'est toujours aussi des difficultés de péremption et de perdre ce matériel. Nous avons des fixateurs type Hoffman, et donc il faut se servir aussi de ce qui a été... nos chirurgiens orthopédistes, suite à l'incident
qu'on avait eu en février dernier, on a mis en place juste des fiches stériles, en fait, des fiches transfixiantes stériles sous sachet pour multiplier le capacitaire de fixateurs externes. Puisqu'en concertation avec leur homologue parisien, ils se sont rendus compte que, en fait, on s'était coupé de capacitaire à Paris, parce qu'en fait, on ouvre les boîtes de fixateurs externes qui contiennent les fiches transfixiantes, les barres et les rotules et les connecteurs, sauf qu'en fait, ce dont on a besoin sur Damage Control, c'est d'avoir des fiches stériles. Et qu'on peut avoir un stock dormant de rotules non stériles et de barres non stériles. Donc ce qui est important, c'est surtout d'avoir des fiches transfixiantes stériles. Et donc là, sur notre POU, en fait, notre pack opératoire d'urgence de fixateurs externes, nous avons rajouté des sachets individuels de fiches stériles, donc déterminés fémur, tibia, l'ensemble déterminé pour chaque membre. Et donc, on multiplie le capacitaire et le possible de fixateurs externes. Donc ça fait partie des pistes à élaborer, c'est qu'on peut avoir un stock dormant non stérile de rotules et de barres, mais en fait, on peut avoir beaucoup de fiches transfixiantes et multiplier votre capacitaire de fixateur à moindre coût. Parce que là aussi, c'est une contrainte qui est la nôtre, c'est de limiter les coûts avec du stock dormant qui potentiellement ne vont être jamais utilisés. Pour revenir sur les fixateurs, dans le cadre de la préparation des JO à Paris, puisque Avicenne était à proximité des sites des JO, parmi les discussions les plus épuisantes qu'on ait pu avoir, c'était de savoir combien de fixateurs externes il fallait qu'on ait. Voilà. C'était épuisant. Et on n'a jamais réussi à y répondre. Donc on a démantelé les boîtes, effectivement, pour avoir des parties stériles et non stériles. Et le chiffre exact, on n'a jamais réussi à l'anticiper, parce que par définition, on ne sait pas de combien on devrait avoir besoin de fixateurs. C'est encore plus dur pour les centres de recours de deuxième niveau, hein, comme les cliniques. Leur demander de s'équiper de fixateurs qui resteront jamais, qui seront jamais utilisés, c'est compliqué. Donc, on avait fait le choix d'en racheter, parce que par définition, les CHU sont les premiers recours en cas d'AMAVI. Vous donnez le conseil de combien de fixateurs externes il faudrait par clinique, j'en suis incapable. Est-ce qu'il y a d'autres questions chirurgicales ? Il n'y en a pas. Moi, j'aurais peut-être un petit commentaire concernant la composition des boîtes. Dû à notre expérience militaire, on est obligé de prendre des boîtes assez légères, puisque lorsqu'on part en opération, on nous fait des devis poids-volume assez contraignants. Et on a convenu de faire des boîtes, non pas de la paro et de thoraco, mais des boîtes trunk, comme la littérature en traumatologie parle souvent de trunk traumatologie. On sait qu'un tiers des plaies abdominales sont aussi thoraciques et vice-versa. Et on a confié la composition de ces boîtes à des vieux chirurgiens, enfin des chirurgiens expérimentés. C'est comme en opération extérieure, on reconnaît l'âge des médecins qui vont en opération au nombre de sacs à dos qu'ils ont sur le dos lorsqu'ils arrivent à l'aéroport. Un jeune, il a 3 sacs à dos énormes, et un vieux, il a un tout petit sac à dos. C'est pareil pour les boîtes de chirurgie. Un vieux chirurgien se contentera de quelques instruments, avec des instruments longs, et on fait comme ça des boîtes qui pèsent très peu. Et on peut en faire, lorsqu'on est en antenne chirurgicale, on a 4 boîtes pour un chirurgien. Et c'est toutes les mêmes. Est-ce qu'il est envisageable d'activer une composition un petit peu flash en cas d'AMAVI? Alors, ces compositions, on les a déjà, puisqu'elles sont sur les boîtes du déchocage. C'est les boîtes flash, celles que vous appelez, on les a sur les déchocages, puisque sur le déchocage qui, nous, est contigu au bloc des urgences, il est quasiment dans le bloc, puisqu'il correspond avec le bloc. Ce sont des compositions qu'on a sur les paniers réflexes, sur le déchocage, qui sont de composition très limitée. Et voilà, on va avoir la clamshell, la laparo, qui va contenir 3-4, très peu d'instruments. Donc on a déjà ce type de composition, mais sur la partie déchocage, puisqu'il nous est arrivé aussi de faire des interventions au déchocage quand le patient n'était pas transportable. Ça, c'est des situations qu'on connaît en fait hors AMAVI, hors multivictime. C'est des situations qui, chez nous, sont récurrentes, puisqu'on a de la traumatologie du sport, de la montagne et autres activités balistiques sur Grenoble. Merci. Une autre question, oui. Est-ce que vous avez des boîtes spécifiques pédiatriques?
Alors oui, nous avons une boîte chirurgie infantile, parce que nous avons aussi, nous n'avons pas beaucoup de boîtes infantiles, puisque nous avons un hôpital couple-enfant qui est spécialisé en chirurgie pédiatrique. Donc effectivement, quand nous avons eu l'alerte, quand il y a eu l'attentat des enfants à Annecy, il a fallu mobiliser plus de boîtes pédiatriques puisque nous ignorions quel était le nombre d'enfants. Finalement, on en a eu 2. On n'avait qu'une boîte pédiatrique. Donc, rapidement, nous avons fait rapatrier de quoi opérer 2 enfants. Donc, ça aussi, dans les stratégies d'établissement, il faut aussi connaître. Mais notre volonté n'est pas d'avoir beaucoup de boîtes pédiatriques puisque notre organisation, elle est que nous n'opérons que si le patient est instable. Si le patient est stable et qui peut être transféré dans le bloc pédiatrique, il sera transféré dans le bloc pédiatrique. Voilà. Donc, il faut qu'on assure, voilà. Et quand on a eu 2 enfants, et il y en a un qu'on a opéré rapidement, le deuxième, il était stable, on l'a transféré au bloc pédiatrique. Bien, merci.